Avec les résultats donnés par le ministère des Transports, on pensait être sur une bonne pente. On a même cru, oui, on a espéré. Et on s'est dit, oh Dieu merci, les accidents de route vont diminuer. Et tout d'un coup, depuis janvier, il y a eu plus de 500 accidents. C'est à se demander si quelque chose dans ce puzzle n'a pas marché. Est-ce qu'il y a une pièce qui nous a échappé? Beaucoup de questions que nous nous sommes posées. Nous avons donc décidé au niveau de l'équipe de production de l'émission Il y a problème d'en parler sans embâche. Ils ont répondu à notre invitation. Vous avez à ma gauche ici le docteur de Lozère, vous avez à ma droite donc le directeur général de ces entreprises de transport routier. Chacun de nous va apporter sa petite contribution. Et derrière moi, vous avez un responsable de l'auto-école, là où d'autres disent que ces permis se font de façon bizarre. Autant de questions qu'on se pose, mais c'est maintenant que le débat va commencer. Mais ce débat ne peut commencer sans que le décor ne soit planté. Regardez la situation actuelle des accidents de route sur nos chemins. Il y a problème. Bonsoir. Au matin du lundi 16 février 2026, Abidjan enregistre encore une fois un accident de la circulation. La victime, un homme d'une cinquantaine d'années, est violemment heurté par un motocycliste qui roulait sur le passage piéton, en pleine zone de traversée. Le motocycliste a aussitôt pris la fuite, abandonnant la victime sur la chaussée. Sous la violence du choc, l'homme s'est effondré, grièvement blessé à la tête. Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus sans délai. Bon, lever là, il y a juste au milieu ici. Ouais, non. Il doit traverser le goudron pour passer. Donc, lever, il y a juste au milieu. Moi, il était à côté de lever. Donc, maintenant, moto, il voulait passer. Maintenant, il a passé derrière. Quand il passé derrière, maintenant, il a pris pied derrière, levé, derrière, puis levé, il a reversé comme ça. Donc, c'est comme ça que ça a passé. Donc, ce que moi, il veut dire, donc maintenant, ici, là, c'est trop dangereux. Donc, on doit mettre les sandales aussi, comme les panneaux. Tout le monde doit prendre son voie normal. Le moto comme une voiture. Sur ce boulevard qui mène vers le camp de gendarmerie à Gban, les accidents de ce type sont devenus monnaie courante. Un axe pourtant très fréquenté, où l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route exposent quotidiennement piétons et usagers à de graves dangers. Selon des chiffres du ministère des Transports, les engins à 2 et 3 roues contribuent à 33% des morts sur la route. Pour preuve, nous sommes postés sur ce boulevard. Caméra installée sur le terre-plein réservé aux piétons. Nous avons observé et comptabilisé de nombreuses infractions. Véhicules et motos circulant en sens interdit, motocyclistes téléphonant en pleine circulation. Ici, tous les engins sont concernés, y compris des véhicules à immatriculation militaire. Plaque banalisée ou non, impossible de le déterminer. L'homme à bord refusera d'obtempérer face à l'interpellation des agents de police, à qui les contrevenants ne donnent aucun répit. Au cœur de la responsabilité des accidents de la route en Côte d'Ivoire, tous les maillons de la chaîne sont aujourd'hui mis en cause. Pour Charles, moniteur certifié d'auto-école, la problématique dépasse largement le comportement des conducteurs. Elle prend racine dès la phase de formation, souvent fragilisée par des insuffisances logistiques des auto-écoles. Les responsabilités sont partagées, du plus petit au plus grand. L'auto-école forme au code, c'est-à-dire de façon théorique, et à la pratique, à la conduite. Vous comprenez? L'auto-école forme des conducteurs responsables. Voilà. Dans tous les pays du monde, il y a des accidents. Un accident est imprévisible et involontaire, qui se fait véritablement sur la route et occasionner des dégâts, soit matériels ou bien humains. Donc, vous voyez que les responsabilités sont partagées à tous les niveaux. Quand nous on finit de faire notre travail, qui évalue? C'est le ministère des Transports qui envoie les examinateurs, qui évaluent les candidats. Et à la base, on essaie de faire des évaluations à nos candidats avant de les envoyer aux examens. Mais s'ils sont aptes, ce n'est pas nous qui jugeons qu'ils sont aptes. Il y a 3 résultats dans un permis de conduire. Il y a soit apte, il y a soit inapte ou il y a soit non examiné. En Côte d'Ivoire, de nombreuses auto-écoles ne disposent pas de moyens nécessaires pour former les candidats à la conduite d'autocars ou de camions poids lourds. Pourtant,
elles parviennent à faire délivrer des permis toutes catégories, malgré l'absence de formation pratique adaptée. Cette préparation incomplète favorise des comportements dangereux et expose les usagers à des risques permanents une fois sur la voie publique. Par exemple, quand à cette séquence-là, vous voyez le taxi bleu. Quand on voit le taxi bleu, Ici, par exemple, il y a les manques de priorité. Lui vient, voilà, il n'a même pas marqué un arrêt. Voilà, ça, c'est très grave. Vous voyez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est ça. Chacun conduit comme il veut, chacun conduit comme il peut. Les gens ne respectent rien. Là où l'auto-école s'arrête, l'autre administration doit travailler. Aujourd'hui, là, on se retrouve dans des gares routières où il y a des stupéfiants qui sont vendus, il y a des boissons frélatées qui sont vendues. Et aujourd'hui, ça nous écoeure. À ces lacunes pédagogiques s'ajoute également le manque criant de logistique au sein de plusieurs auto-écoles. Véhicules vétustes, absence de support didactique adapté et insuffisance de simulateurs limitent la qualité de l'apprentissage. Dans ces conditions, la formation perd en efficacité et en crédibilité, au détriment de la sécurité routière. Abidjan, la capitale aux infrastructures routières fortement sollicitées, continue d'enregistrer de lourds accidents de la route. Depuis le début de l'année 2026, en 6 semaines, la ville totalise déjà 160 décès et plus de 500 accidents. Un début d'année meurtrier, face auquel le ministère des Transports a renforcé ses actions sur le terrain. Mais au-delà des chiffres, c'est le comportement des usagers qui inquiète. Plus de 90% de ces accidents sont de cause humaine, transformant la route en un véritable terrain à risque. Face à cette situation, une question demeure. Quelles mesures efficaces peuvent être mises en place pour briser cette spirale mortelle et sécuriser les axes d'Abidjan? Mais sur le terrain, ceux qui causent des accidents ne passent plus inaperçus. Ils sont surveillés et parfois directement traqués grâce à un réseau de caméras de surveillance. À Abidjan, plus de 100 caméras sont installées au carrefour et axes stratégiques. Ces appareils intelligents détectent automatiquement les infractions et peuvent même générer des contraventions pour excès de vitesse, non-port de ceinture ou dépassement interdit. Derrière ces caméras, une vingtaine d'agents assurent le suivi et le traitement des alertes. À leur côté, les agents de la police spéciale de sécurité routière veillent à l'application immédiate des sanctions. Ici, nous sommes sur le principal centre de traitement de toutes les infractions vidéo verbalisées. Comme vous le constatez, l'équipe traitante est composée d'une équipe mixte, des agents du CGIM et des policiers de la police spéciale de la sécurité routière. Les agents du CGM, qui sont des civils, font un premier traitement qualitatif. Ils mettent de côté les détections non exploitables et ils font la validation pour celles qui sont exploitables. Ensuite, de manière automatique, ces détections sont transmises aux agents de la police spéciale de la sécurité routière qui se chargent de rédiger le PV de contravention. Il faut noter que 90% des infractions sont des infractions liées à l'excès de vitesse. Ensuite, nous avons le non-port de la ceinture de sécurité qui a beaucoup baissé depuis la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation. Après, nous avons le téléphone au volant et quelques cas de sens inverse, conduite en sens inverse. Pour réduire drastiquement les accidents de la route, le gouvernement ivoirien s'est doté de moyens techniques sophistiqués, capables de capter une plaque d'immatriculation à plus de 200 mètres de distance. Résultat, très peu de véhicules échappent désormais aux agents. Exemple avec ce véhicule de type 4x4, flashé pour un excès de vitesse de plus de 20 km/h, au-dessus de la limite autorisée, qui est de 70 km/h en agglomération. Dans le Grand Abidjan, la vitesse autorisée est de 70 km/h. Ici, l'usager est à 95 km/h. Voilà. Ça se passe sur la route du stade Ado, à Bobo. Après l'analyse qualitative de cette détection, si tous les champs obligatoires sont bien remplis, elle va procéder à une validation. De manière automatique, la plaque a été renseignée, nous allons avoir les informations liées au véhicule et au propriétaire du véhicule. Ensuite, la détection est transmise de manière automatique encore aux agents de la police spéciale de la sécurité routière. Autre exemple, ce véhicule de transport repéré à Yamoussoukro, flashé par les caméras de surveillance pour non-port de ceinture de sécurité. Une infraction pourtant élémentaire,
mais encore largement enfreinte sur les routes. Le conducteur du véhicule a porté la ceinture, mais par contre, le passager n'a pas pris de ceinture, comme vous le voyez sur l'image. Donc, l'agent verbalisateur va procéder à la rédaction du PV. Allez-y. Malheureusement, depuis que la vidéo-verbalisation a été installée, nous assistons à des actes de civisme. Des usagers qui masquent les plaques. Il y a certains qui utilisent, comme vous le voyez, certains qui utilisent de fausses plaques aussi. Nous avons été confrontés à de nombreux cas de ce genre. Et comment on les traque, ces usagers-là? Dans le traitement, au niveau du premier niveau de traitement, toutes ces plaques sont mises de côté. Elles sont mises de côté. Après, nous faisons des croisements, comme bien sûr on va vous dévoiler ici pour pouvoir retrouver ces contrevenants. Voilà. Des fausses plaques, les plaques des véhicules concessionnaires, tout ça est mis de côté dans le premier traitement. Par derrière, nous faisons d'autres recherches pour pouvoir faire un croisement puis retrouver ces cas d'incivisme. C'est là qu'ensuite interviennent les agents assermentés de la police spéciale de la sécurité routière qui confirment les faits, établissent les procès-verbaux, puis transmettent les notifications aux contrevenants afin qu'ils s'acquittent de leurs amendes. Comment ça marche alors pour des véhicules neufs qui n'ont pas encore de plaque? Comment ils sont verbalisés? Les véhicules neufs circulent avec des plaques qu'on appelle des plaques concessionnelles. C'est cela. Voilà. Comment ils sont verbalisés? Donc au premier traitement, ces détections sont mises de côté. À la suite, il y a des recherches qui sont effectuées. On fait un croisement entre la plaque concessionnaire et la nouvelle plaque qui est posée pour pouvoir attribuer les infractions aux contrevenants. Tous ces conducteurs flashés ici recevront dans les minutes qui suivent des amendes et verront sans doute des points retirés de leur permis de conduire. Entre vidéo-verbalisation et radars de plus en plus nombreux, la traque au chauffard est ouverte. C'est le camion Iveco qui vient. Lima. Le véhicule doit 120 000 à son actif. 120 000 à son actif. Sur le terrain, la mission des agents de la sécurité routière s'avère encore plus exigeante. Sur l'axe de l'autoroute d'Abobo, la police spéciale de la sécurité routière a installé un barrage intelligent. Tablette en main, les agents repèrent les véhicules en infraction grâce à des caméras fixes et mobiles, positionnées à près de 200 mètres. Lorsque le véhicule passe devant la caméra, il y a une lecture qui est faite au niveau de la plaque. À travers cette plaque, toutes les informations nous sont remontées en temps réel. Nous savons s'il a la visite à jour, s'il a des amendes impayées, s'il est sur la blacklist. Et à partir de là, nous arrivons effectivement à faire l'extraction parmi le flux de véhicules qui passent et intercepter uniquement ceux qui ont des infractions. Chaque minute, un véhicule est interpellé, tout type d'infraction confondu. Au volant, des conducteurs souvent imprudents, régulièrement pointés du doigt, comme principaux responsables à des accidents de la route enregistrés sur ce axe très fréquenté. 257 Charlie Juliette. C'est une camionnette blanche, VTP apparemment. Une camionnette Jacques blanche, VTP apparemment. Si la visite est à jour, le véhicule doit plus de 264 000. Le véhicule est en approche du discours. Là, qu'est-ce que vous recherchez? Quelle voiture? Un véhicule Jack blanc. Le véhicule est derrière la Hyundai blanche en face de toi, mon adjudant. 2 fois Alpha. Juste derrière la Hyundai blanche. Les contrevenants sont ensuite arrêtés et invités à consulter sur place le détail et le solde de leurs amendes, directement via le dispositif numérique mis à leur disposition par les agents. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Et c'est la police spéciale de la sécurité routière. Nous faisons la vidéo-verbalisation. Et j'aurais besoin de votre pièce du véhicule pour aller au véhicule vérifier quel est le montant que vous devez. Vous me suivez en plus. Est-ce que vous pouvez aller la pièce du véhicule s'il vous plaît? Cet homme cumule une amende de 570 000 francs CFA. Dans les détails, plusieurs excès de vitesse, dépassant la marge des 20 km/h de la limite de vitesse réglementaire. À ce seuil, 2 points sont retirés du permis. Après 6 infractions similaires, son capital point est épuisé. Il ne dispose donc plus de permis et ne devrait plus circuler.
Les gars là, pour moi, ils jouent dans ces cas-là. Et là, ça fait combien d'heures d'abord? Regardez, Peut-être depuis on est rentré dans 2000 combien, mais ils n'ont pas encore payé. 570 000. Ok, chaque jour je paye. Chaque jour que la voiture va rouler, tu payes. 2000 francs. Là, c'est une affaire en eux là-bas. Non, mais non, tout qu'on fait, c'est. On te comprend, on te voit parfaitement. C'est bizarre. Parfaitement. Vous devez combien? Ça fait 500 et quelques mille. 570 000. 570 000. Chaque jour que la voiture va rouler, on a 2000 francs à cotiser. Chaque jour Les que 10 000, la voiture va rouler. les 10 000, tout ça c'est des excès. Déjà, Depuis la le 20 première km infraction, ça date de quand? Depuis le 21 avril 2025. Vous voyez? La vie, non, la première infraction. De l'avril jusqu'à. La police spéciale de la sécurité routière est placée sous la tutelle du ministère des Transports et dirigée par le commissaire divisionnaire de police Touré Abdulkader. Sur le terrain, il galvanise ses équipes autour d'un mot d'ordre clair: tolérance zéro. Vous avez la salle en même temps de constatation de la caisse et puis ici on peut vous remettre tous vos états infractionnels. Donc une fois que la prise en charge a été faite et que le policier l'a conduit vers les caisses, et on lui donnera avec son permis son état. Tu vois, il y a déjà la carte d'identité, il est en train de faire un traitement. Donc lui, il fait sortir, il prend la carte, ensuite il introduit le numéro d'immatriculation, le numéro c'est la carte grise là, non? Voilà. Lors d'une visite de contrôle sur un barrage intelligent, il tombe sur un cas particulier. Un véhicule inscrit sur la liste noire de la police, n'ayant jamais fait l'objet de mutation malgré un changement de propriétaire depuis plusieurs mois. Selon le commissaire, ce type de situation dissimule souvent des infractions plus graves. Les véhicules qui sont portés, on a remis sur la liste noire la Suzuki là. Ok. Bon, voilà, ça c'est la liste, la blacklist, c'est la liste noire où il y a des véhicules qui ont des difficultés. J'ai vendu mon véhicule, je n'ai pas fait la mutation, c'est passé de 2 à 3 mains. Et à partir du moment où il ne vient pas faire, on porte ça dans les listes, dans une blacklist de véhicules à rechercher. Et là, vous avez vu que ça a détecté, le véhicule est là, il est signalé là. Donc il a été intercepté, il va venir devant, on va lui dire, il sera notifié de cette situation. Le véhicule va aller à Fourrière, ça retourne en procédure chez nous. Et le propriétaire viendra et les différentes parties mises ensemble, ils vont faire la mutation. Après la mutation, maintenant, derrière ça, il y a d'autres infractions. Donc tout ça, on va régler. Pour les agents, ces opérations visent avant tout à prévenir plutôt qu'à sanctionner. La présence visible des barrages intelligents agit comme un moyen de dissuasion, obligeant les conducteurs à adopter une conduite plus responsable, sous le regard permanent des dispositifs de contrôle. Mais quand on dit tolérance zéro, c'est-à-dire qu'on demande aux forces de l'ordre de monter d'un certain niveau. De ne plus tolérer tout ce qu'on appelle, on peut laisser passer, on peut s'encoquiner, on peut se permettre de dire, bon, j'ai jugé que lui, il peut partir. Quand c'est ce qui est, c'est ce qu'il faut décider. On ne leur donne plus la possibilité d'apprécier. Les textes sont là, il faut les appliquer. Je pense que c'est un message fort du gouvernement, un message fort du ministère des Transports, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, de demander aux forces de l'ordre d'appliquer la réglementation. À travers ce déploiement renforcé, les autorités entendent faire reculer durablement l'insécurité routière. Un combat quotidien mené entre technologie, présence humaine et fermeté pour tenter d'endiguer la spirale des accidents sur les routes ivoiriennes. Oui, Romuald, oui, Aïcha. Les chiffres sont certes alarmants, mais c'est la réalité. On ne peut l'occulter. C'est pourquoi nous avons décidé de crever l'abcès et faire le tour de table de cette préoccupation chez chaque Ivoirien. Depuis janvier, c'est le cas de le dire, c'est plus de 500 accidents de circulation. J'ai sur ce plateau M. Étienne Kouakou, qui est donc le directeur de l'OSER. À côté de lui, nous avons donc le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises du routier, c'est ça?
Transport routier. Transport routier, oui, du transport routier. Je voudrais commencer par monsieur le directeur de Lozère. Quel commentaire vous faites quand on dit que depuis janvier, il y a plus de 500 accidents de la circulation qui ont été enregistrés? En matière de commentaires par rapport à ces chiffres annoncés, disons que c'est une dure réalité que nous constatons, malgré les efforts fournis par le gouvernement, de constater que 3 mois en arrière, on n'était pas loin d'atteindre l'objectif qui est de réduire de 25% le nombre de tués sur nos routes par rapport à 2021. Malheureusement, depuis le dernier trimestre de 2025, nous avons connu une recrudescence des accidents graves de la circulation, caractérisée par beaucoup de pertes en vies humaines. Et donc cette situation a continué en 2026. Et vous avez vu, pour ce qui concerne donc 2026, les cas graves de ce qui s'est passé à Madinani, dans un transport illégal de marchandises et de personnes combinées. Ce qui s'est passé à Sassandra, ce qui s'est passé au PK 142 de l'autoroute du Nord, avec un transport de gaz. Donc la situation est inquiétante, comme vous l'annoncez. Elle est alarmante, mais elle ne devrait pas nous faire baisser les bras. Elle doit nous amener à renforcer le dispositif. Et nous l'avons bien commencé déjà avec le Haut Conseil, à prendre les dispositions pour que, en interne, nous puissions sensibiliser les transporteurs, ceux-là qui transportent le public. Je parle du transport public des personnes. Donc, la situation est alarmante, mais des solutions sont disponibles. Monsieur le directeur de Lozère, on aura le temps de revenir sur les solutions. Monsieur le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, quand vous attendez ça, vous vous sentez concerné? En 2026, il y a encore des gens qui travaillent de façon illégale. Merci. Alors, merci d'abord de l'opportunité que votre chaîne nous offre pour pouvoir échanger sur une question aussi importante que donc la question liée à la sécurité routière et surtout aux accidents que nous voyons depuis quelque temps en train de ressurgir, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, mais je voudrais noter que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous faisons donc ce constat. Malheureusement, nous le faisons et la proportion que nous avons démontre que quand même l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts. Fait des efforts parce que je pourrais vous rappeler que dans un passé récent, la barre était à plus de 1600 morts sur les routes par an. Aujourd'hui, nous sommes en train de croître, c'est-à-dire nous sommes en train de baisser. Et malheureusement, depuis janvier, nous voyons une recrudescence. Et c'est pour cela qu'au lieu de laisser la situation pourrir, l'État a dit donc de prendre le taureau par les cornes pour que très rapidement cette situation soit maîtrisée et que nous puissions continuer à avoir une courbe à la baisse. Et ça, c'est très important. Je voudrais noter que la question de l'incivisme sur les routes est une question qui est transversale. Elle n'est pas propre au secteur du transport routier de personnes et de marchandises. Si l'accident n'est pas provoqué par un autre usager d'un autre mode de transport, elle peut être provoquée parce que le conducteur ou l'opérateur propriétaire du véhicule a été quelque part un peu négligent. Dans tous les cas, ce que nous notons et qui est une préoccupation pour nous, c'est que la vie n'a pas de prix. Donc, toutefois qu'il y a un accident et qu'il y a une vie qui est engagée et qu'il y a une personne qui est décédée, ça nous interpelle au plus profond de nous-mêmes. C'est pour cela que, à côté du ministère des Transports, nous mettons tout en œuvre en ce moment pour que ce qui est constaté aujourd'hui en termes d'accident de la circulation avec son corollaire de décès soit vite maîtrisé pour que nous ne puissions plus revivre ces périodes que nous sommes en train de vivre en ce moment. Monsieur le directeur général du Haut Conseil, moi, quand vous dites que l'État fait beaucoup d'efforts, le directeur de Lozère aussi le dit. Je ne suis pas le seul, hein. Moi je reste un peu sur ma faim, et nombreux sont les Ivoiriens. Est-ce qu'on peut parler un peu de ces efforts-là, fournis ou bien faits par l'État? Qu'est-ce que l'État a fait exactement? Qu'est-ce que l'État a fait? Non, écoutez, c'est très clair. Ce que l'État fait aujourd'hui
est visible. Nous, en tant qu'opérateurs du secteur du transport, nous avions un certain nombre de préoccupations pour lesquelles nous avons beaucoup demandé à l'État. On avait premièrement des problèmes d'infrastructure, de routes. On avait des problèmes de sécurité. On avait des problèmes d'environnement assaini. Aujourd'hui, en ce qui concerne les infrastructures, nous sommes fiers de le dire que la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de routes les plus performantes, je peux dire, en Afrique de l'Ouest. Nous avons aujourd'hui un environnement sécurisé au niveau du district d'Abidjan que sur l'ensemble du territoire. Vraiment, la question de la sécurité nationale est pour nous aujourd'hui une opportunité. Ce qui nous amène aujourd'hui, contrairement au passé, à avoir des voyages de nuit. Il fut un temps où les départs étaient de 6 h du matin à 18 h. Après de 18 h, on ne pouvait plus voyager. Aujourd'hui, nous avons les départs de 22 h, de 23 h, de 21 h, ce qui montre que sur les routes ivoiriennes, en termes de sécurité aujourd'hui, la situation est maîtrisée. Alors quand vous voyez tout ça, si vous ajoutez à cela la volonté de l'État d'accompagner les transporteurs pour pouvoir renouveler le parc, de former les conducteurs, de former les chefs d'entreprise et les gestionnaires de transport, et si vous êtes un opérateur, vous pouvez dire aisément que l'État est en train de faire beaucoup pour le secteur. Je ne voudrais pas vous interrompre, mais quand vous parlez de former, vous formez qui et à quel moment ils sont formés? Et puis, monsieur le directeur de l'OSER, je veux dire que quand le directeur général du Haut Conseil dit qu'il y a des infractions routières, ce qui est un fait, ça, je veux dire qu'il faut être mauvaise foi de nier cela, mais je veux dire que quand tout est réuni pour que les choses se passent plus ou moins bien, à quel moment on rate donc une pièce de ce puzzle pour qu'on se retrouve encore dans une sorte de recrudescence de ce que nous dénonçons? Qui peut provoquer ça? Est-ce que la formation a été bien faite? Est-ce que la campagne de sensibilisation initiée par l'OSER, est-ce que vous avez, à un moment, vous n'avez pas eu l'impression que votre message tombait dans les oreilles de sourds? Merci bien pour Il faut bien cette orientation de la question. Pourquoi après tant d'efforts, la situation perdure et même continue de s'aggraver au regard de ces derniers événements? Alors, il faut dire que la sécurité routière joue sur 3 leviers essentiels. L'homme, c'est-à-dire donc le conducteur, le passager, le piéton, tous ceux qui sont usagers de la route. L'engin, le véhicule, la moto, tout ce qui circule à moteur sur la voie publique. Et l'infrastructure routière. Voilà les 3 leviers sur lesquels, et quand nous disons l'État fait des efforts, quand vous prenez l'aspect de l'homme, ça se caractérise par la formation. Nous avons à la formation initiale, au niveau des auto-écoles, fait une réforme qui a permis aujourd'hui aux auto-écoles de disposer d'un enseignement de base harmonisé sur l'ensemble du territoire, ce qui n'était pas le cas. Et la conséquence, ça veut dire quoi? Que quand vous allez à Bondoukou, que vous êtes à Korogo, vous allez dans une auto-école, vous êtes sûr d'avoir la même formation, dans le même temps. C'est très bon déjà pour les conducteurs qui vont sortir, d'avoir les mêmes connaissances. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de cette formation initiale, il y a une professionnalisation des conducteurs à travers la mise en place du certificat d'aptitude de conducteur routier, qui est uniquement fait pour les professionnels. Si vous voulez, c'est un renforcement des capacités acquises dans la formation initiale qu'on vient donner à celui qui fait de la conduite automobile sa profession pour lui permettre d'avoir plus d'arguments pour pouvoir être un bon conducteur. Et puis après, il y a toute une panoplie d'actes de sensibilisation qui rentrent dans le cadre donc de la formation de l'homme. Et ces sensibilisations, depuis 2023, vous avez vu l'État de Côte d'Ivoire, c'est en cela on dit des efforts et c'est salué partout. Quand nous allons à des conférences internationales que nous rencontrons dans les autres pays, ils nous disent mais c'est formidable ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Chez moi par exemple, chez nous par exemple, c'est ce qu'ils disent. Ça se fait une seule fois dans l'année et en un seul jour. Chaque mois, du 3 au 10 en Côte d'Ivoire et depuis février 2023, nous organisons des actions de sensibilisation. Les actions de sensibilisation portent sur les infractions majeures récurrentes. L'alcool, la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, le téléphone, enfin, tout ce qui est comportement à risque. Et ça se passe sur l'ensemble du territoire, Abidjan, comme dans les 31 régions, au travers de nos directions régionales. Ça veut dire que l'État fait des efforts déjà pour toucher le maximum de l'homme dans sa formation complète. Au niveau des infrastructures, le DG l'a déjà dit, et nous le constatons tous, une nette amélioration de nos infrastructures routières.
88 000 à peu près kilomètres de réseaux routiers, dont 8 000 à peu près sont bitumés. C'est une performance et ça continue. Malheureusement, nous avons constaté, et ça c'est des choses que nous devons relever et qui vont faire partie des solutions que nous allons proposer. Chaque fois qu'une route est refaite et qu'elle est belle, il y a de l'excès de vitesse qui se pratique avec beaucoup plus de risques de faire des accidents. Ce n'est pas pour autant qu'il faut entretenir de mauvaises routes. Il faut continuer et sensibiliser les gens à s'adapter aux bonnes pratiques. Et concernant donc les véhicules, l'effort est fait parce que l'État a mis en place un fonds de développement du transport routier qui propose un renouvellement du parc. Des actions ont déjà été entreprises, d'autres vont suivre pour permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un parc de transport public compétitif. Pour permettre que demain, face à l'ouverture qui se fait, donc à la globalisation, nos entreprises de transport puissent se présenter sur le marché de la compétitivité en étant assez compétitifs. Beaucoup d'efforts sont faits. D'accord. Monsieur le docteur de Lozère, il est quand même important, hein, nous faisons une émission pour permettre donc aux téléspectateurs d'être mieux situés sur les différentes causes des accidents. Le directeur du Haut Conseil l'a dit, le directeur général, et je voudrais me ranger donc à son avis, parce que sur ces routes-là, bien faites, il n'y a pas que les sociétés de transport. Il y a le citoyen lambda qui se lève, qui prend sa voiture et qui estime que là, il peut faire du rodéo, mais il oublie qu'il met en danger sa propre vie et celle des autres. Et dans la construction, on dit pour construire dans un endroit, il faut un permis de construire. Pour conduire un véhicule en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, il faut un permis de conduire. Ce qui n'est pas le cas. Donc je vais me tourner vers un responsable de l'auto-école, il est ici. Okay. Alors, monsieur, ouais, vous allez vous présenter. Bonjour monsieur. Beaucoup de personnes portent un doigt accusateur sur vous. Beaucoup de permis se feraient acheter par des gens qui ne viennent même pas suivre les cours. Vous n'avez pas d'étudiants assidus, mais des gens qui estiment qu'après 2-3 semaines chez vous, vous ayant remis de l'argent, ils ont besoin d'avoir ce permis et puis conduire. Et je voudrais juste que vous fassiez quelques commentaires là-dessus. Ok, merci bien monsieur. Déjà, je me présente, je suis Charles Dossou, formateur en sécurité routière. Je suis de la promotion 2014 au CIFREC OSER. Je vois déjà même mes professeurs ici présents autour de moi. Il faut dire que concernant ce volet-là, nous sommes le maillon faible de cette chaîne-là. Donc concernant tout ce qui est accident, tout ce qui est formation, nous, on nous a formés et nous nous formons. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des non-acteurs qui font les permis de conduire en Côte d'Ivoire. Non, c'est grave ce que vous dites là. Oui. Pourquoi? Parce qu'on voit des ONG font des publicités sur les plateformes de TikTok, de Facebook. On voit, nous, auto-école, nous, moniteurs certifiés, nous, ce que nous faisons la formation théorique, nous faisons la formation pratique. Nous on va revenir sur ce que vous venez de dire. Excusez-moi. Okay, vous dites qu'il y a des non-acteurs qui délivrent des permis, c'est ce que vous voulez dire? Qui ne délivrent pas de permis. Mais qui font la promotion. Ils font la promotion des permis. On ne sait pas. En faisant quoi? C'est comment ils font cette promotion? On ne sait pas comment ils font. Ils passent par quel... Non, ils disent quoi exactement? Ils font des permis à des prix dérisoires. Ils disent aux gens de venir souscrire à leur ONG, qui vont leur faire avoir des permis à des prix compétitifs. Et après, c'est quoi le lien? Il faut forcément aller dans une auto-école pour avoir de la formation. Comment une ONG peut s'octroyer le droit de pouvoir livrer un permis? C'est ce que moi je veux savoir. L'ONG ne livre pas de permis ni ne forme pas. C'est l'auto-école qui forme. Oui, mais quand les ONG, là, quand elles finissent de faire leur campagne là, et que les clients sont intéressés, qu'est-ce qui se passe après? Puisque vous savez beaucoup de choses là-dessus. Voilà. Concernant ce volet-là, en dehors même des ONG, aujourd'hui on le voit, quand il y a des campagnes électorales, il y a certaines personnes qui distribuent des bons de permis et autres, tout ça là. Et nous voyons qu'il y a certaines personnes qui ne se font pas former pour l'instant. Mais monsieur le docteur Lozère, il dit qu'il déplore leur absence dans la chaîne de sensibilisation, comme vous êtes là. Alors, oui, avant déjà de parler de la sensibilisation, je voudrais quand même revenir un peu sur les conditions de délivrance du permis. Il n'y a pas de quand même, vous avez le droit. Il peut exister des dysfonctionnements et des failles, mais le dispositif mis en place garantit une certaine sécurisation du système de délivrance du permis de conduire. Parce qu'à l'enregistrement, d'abord, toute auto-école agréée a un code. À l'enregistrement, tout est fait sur la base biométrique, les empreintes, les photos. Donc, de telle sorte que c'est difficile de traficoter. Ce dispositif-là date de quand? Il est là, il date de 2016, avec l'entrée en matière de Chipix Afrique. Oui, mais donc bien avant ça, il y a eu des cas.
Mais je dis qu'il y a des réformes. Oui, parce que quand il y a des choses qui Mais sont pas bonnes, ces gens-là sont quand il y a toujours des là, choses qui sont qui pas, sont à la base des quand il y a des accidents choses aussi. qui ne sont pas bonnes, on réfléchit et on trouve une méthode. On a fait une réforme. Cette réforme a permis d'installer le dispositif dont je parle. Il y a eu d'autres réformes après. Parce que par la suite, vous avez vu qu'en 2021, Monsieur le ministre des Transports a pris une décision de radier les inspecteurs qui étaient en fonction. Parce que des rumeurs remontaient comme quoi ils étaient corrompus. Et aujourd'hui, on a mis en place des gendarmes. Et je crois que la situation s'est améliorée. Mais à côté des hommes, il y a des dispositifs de digitalisation et de dématérialisation de certains pans du système de délivrance du permis de conduire. J'ai parlé tout à l'heure de l'inscription déjà, qui permet de ne pas falsifier l'inscription d'un individu et de le faire autrement. Et donc là, vous arrivez à la formation qui est basée sur le programme dont je viens de parler et dont a parlé le moniteur. Ce programme qui est harmonisé contient des modules et une progression qui permet d'asseoir une base forte. Elle est en alternance. Vous prenez un module de théorie, vous allez sur le terrain, vous faites la pratique, vous revenez et on corrige ce qui n'a pas marché, vous passez à l'étape suivante. Mieux, le dispositif qui est mis en place, parce que tout ce qu'on a dit pour relancer et freiner la recrudescence des accidents, tous les aspects du système de sécurité routière vont être mis en valeur. Aujourd'hui, on a les aspects de C'est pas encore fait, alors, quand vous dites vont être mis, vous n'êtes pas encore fait. Tout est fait. Est-ce que vous tenez compte de ce que lui vient de dire? C'est qu'on a dit, vous allez l'intégrer dans la... qu'on a dit tolérance zéro, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas de tolérance, enfin, il n'y avait pas de sanctions. Mais on dit on va le faire davantage, on va renforcer le dispositif de contrôle. Sinon, il y avait déjà le contrôle. Mais lorsqu'on voit que le contrôle qui est fait ne permet pas d'atteindre les objectifs, on le renforce. Et c'est comme ça pour tous les dispositifs dans la chaîne de sécurité routière. Et donc, ce qui est fait, ce qui est dit, est une décision qui existe dans la stratégie nationale de sécurité routière, accompagner les auto-écoles. Mais le problème des intermédiaires dont vous parlez, qui est un cas qui n'est pas interdit, quelqu'un peut jouer le rôle d'intermédiaire de clientèle, recherche des clients pour une auto-école. Parce que le dispositif est tel qu'on ne peut pas obtenir des permis de conduire sans passer par une auto-école. Donc vous pouvez aller chercher les clients comme vous voulez, jouer l'agent de l'auto-école, vous allez verser vers l'auto-école qui va peut-être vous donner vos commissions et le monsieur rentre dans le système de formation. Quand je dis qu'il peut y avoir des failles et des dysfonctionnements, ceux qui ne passent pas par là et qui réussissent à avoir un permis de conduire, il reste d'abord à vérifier si ce permis est authentique, parce que nous, on a des codes de sécurisation là-dessus. D'accord, et puis, en ça plus, rassure. S'ils n'ont pas eu l'aval de quelques brebis galeuses à l'intérieur du système. Donc, toute cette réforme va permettre de nettoyer tous ceux qui, dans la chaîne de délivrance des permis de conduire, tout comme dans la chaîne de validation des contrôles techniques automobiles, jouent à un faux jeu et tout ce monde-là va être sanctionné pour permettre que le système soit nettoyé. Alors, on aura le temps de revenir un peu sur les différentes catégories de permis pour avoir beaucoup plus de précision avec monsieur le directeur de l'OSE. Mais je voudrais revenir donc avec monsieur Diaby. Moi, ce que je veux comprendre, monsieur le directeur, qu'en est-il des temps de repos des chauffeurs professionnels? Deuxièmement, j'ai eu dit que pour des raisons économiques, il y a tellement de pression sur les chauffeurs que parfois cela peut être la raison des accidents. Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que vous avez quelques commentaires à faire? Alors, merci. En ce qui concerne les temps de repos, les dispositions réglementaires prévoient qu'entre deux localités, je parle sous le contrôle des experts, lorsque la distance dépasse 250 à 300 km, alors le conducteur doit pouvoir se reposer ou après 8 heures d'exercice de son métier. Alors, ici en Côte d'Ivoire, au risque de me tromper, aucune localité n'est séparée de plus de 200 km de la localité prochaine. On est toujours si c'est trop, c'est 200 km à Abidjan-Yamoussoukro. À part ça, toutes les localités sont presque proches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous quittez Abidjan, normalement à Yamoussoukro, vous devez faire peut-être un point de repos. Si vous allez à Korogo, vous pouvez rentrer à Bouaké pour observer un temps de repos. Si vous arrivez à Katiola, vous pouvez rester un temps de repos jusqu'à ce que vous arrivez à Korogo. Maintenant, si vous payez l'accélérateur à Abidjan jusqu'à Korogo sans faire d'arrêt,
Là, ce n'est plus quelque chose qui est dépendant peut-être soit du gestionnaire ou du gérant, mais c'est peut-être que le conducteur sent qu'il a la force de continuer. Dans tous les cas, si vous prenez les grands axes, vous allez voir que dans chaque localité, ils ont des gares annexes, des gares d'escale, dans chaque localité. Donc quand vous arrivez, vous rentrez à la gare, le temps seulement de prendre quelque chose et puis vous continuez. Donc sur le problème de temps de repos, pour nous, cela se dit, mais cela peut avoir de la valeur lorsqu'on parle des vacances, des congés pour le conducteur. Là, peut-être que ça peut intervenir pour dire que le conducteur, dans l'année, il a droit à des vacances. Mais je peux vous dire que dans les entreprises structurées, les conducteurs partent en vacances. Ils ont les vacances dans les sociétés structurées. Mais nous sommes en ce moment en train de travailler avec donc, le ministère des Transports pour que tout ce dysfonctionnement ou tout ce qu'on appelle dysfonctionnement soit pris en compte pour que dans le cadre de la réforme même du milieu du conducteur routier en Côte d'Ivoire, ces dysfonctionnements soient pris en compte dans le milieu, surtout des véhicules de transport avec les véhicules utilitaires, notamment les 15 places, les 17 places, les 20 places, les 22 places, etc. Sinon, au niveau des grandes capacités, aujourd'hui, les chefs d'entreprise font l'effort de pouvoir respecter un certain nombre de dispositifs à ce niveau. En ce qui concerne donc la pression économique dont vous avez parlé, pression économique, je ne dirais pas pression économique, je dirais plutôt pression liée à l'environnement. Moi, je l'ai dit plusieurs fois que l'environnement dans lequel aujourd'hui les opérateurs travaillent n'est pas un environnement qui favorise, si vous voulez, un apaisement moral du conducteur. Mon frère Djé, vous allez voir au niveau d'Abidjan, un autocar de 70 places, vous allez y voir où il fait son embarquement. À part quelques entreprises, vous allez voir que plus de 80% font leurs embarquements, je peux dire, sur la route. Et ça, le conducteur, peut-être, oui, il est assis peut-être au kiosque en attendant que son véhicule charge, mais ça veut dire qu'au plan de moral, il doit faire un effort, sinon il n'est pas suffisamment concentré pour faire son travail. C'est pour ça que nous, on a demandé que l'absence des infrastructures, comme un aide d'embarquement au niveau d'Abidjan, une gare internationale à Abidjan, où les autocars sont carrés pour faire des embarquements, est devenu aujourd'hui un impératif. Je vais vous donner un exemple. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny n'appartient pas aux compagnies aériennes, ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Le port autonome d'Abidjan, le port autonome de San Pedro n'appartient pas aux armateurs, ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que l'État a mis les dispositions nécessaires pour que si vous venez avec vos avions en Côte d'Ivoire, chaque compagnie ne peut pas avoir son aéroport. Moi, j'ai créé un aéroport, tous les avions vont atterrir dans mon aéroport et j'ai des règles du jeu qui protègent les passagers qui vont partir à partir de mon aéroport et de mes ports. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau des avions, au niveau des bateaux, même au niveau de la Sotra, vous allez voir qu'il y a une organisation propre qui est là. Mais allez-y dans le transport routier. Vous prenez une commune comme Yopougon. Vous allez voir que les entreprises de transport ont des gars qui sont vraiment dans des cours familiales, avec des véhicules dont une partie se trouve sur la chaussée. Et ça, un conducteur qui prend le véhicule dans cet état de fait-là, et vous voulez garantir que ce monsieur-là soit concentré jusqu'à destination. Au contraire, il faut saluer nos chauffeurs qui font l'effort malgré cet environnement, je ne sais pas quelle qualité je donne, malgré cet environnement-là, arrive à transporter au niveau d'Abidjan plus de 3 millions de personnes par jour. Au niveau de l'intérieur du pays, près de 4 millions à 5 millions de personnes par jour. On n'a pas moins de 10 millions de personnes qui sont transportées par jour en Côte d'Ivoire. Donc c'est des choses qui sont à voir. Mais ce que nous disons, c'est qu'un grand plan doit être mis en place pour que ces aspects qui manquent à la chaîne-là soient vraiment rattrapés, pour que nous nous retrouvons dans un système qui réponde aux normes et qui prenne en compte la préservation de nos vies humaines. Monsieur le directeur, monsieur Diaby, vous dites que les chauffeurs transportent entre 3 à 4 millions de passagers par jour. Ces passagers, ils payent. Pourquoi, avec tout l'argent que vous gagnez, vous ne pouvez pas créer des conditions de travail vous-même et vous attendez que l'État fasse pour ça? Vous savez très bien que tout ça, ça ne crée pas les conditions sur le plan moral de votre collaborateur. Merci beaucoup. Son travail. Merci beaucoup. Je vous dis, s'il y a des gens à saluer au niveau de la mobilité, au niveau d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire, mais il faut saluer les transporteurs. Et je dis pourquoi. Voici des gens qui, lorsqu'il va acquérir son matériel, doivent faire face à un autre problème qui est donc la logistique. Et cette logistique, jusqu'à aujourd'hui, il arrive à le contenir. Vous allez voir aujourd'hui que les entreprises ont besoin, ils ont la capacité de construire, mais ils n'ont pas le terrain pour construire.
L'essentiel n'est pas de dire qu'ils ne peuvent pas. Vous donnez le terrain aujourd'hui, ils vont construire eux-mêmes. Donnez-nous l'espace de la gare routière qui est prévu. Vous allez voir que d'ici le mois prochain, on va faire. Donc, si l'État vous trouve des espaces, vous allez construire. Si l'État nous donne même l'espace là aujourd'hui, nous allons trouver les investisseurs. Qui donne, c'est le ministre du Transport. Moi, j'ai dit l'État. Je voudrais quand même revenir sur la question de la fatigue, en souscrivant à ce que le DG Diaby a dit, ajouter juste que le premier principe, parce que ça fait partie des causes des accidents, sans qu'on le dénonce, chaque fois quand vous voyez imprudence du conducteur ou bien défaut de maîtrise, ça fait partie de ce que nous appelons les comportements à risque, donc conduire en état de fatigue. Donc pour nous c'est important. Donc le principe, au-delà des distances et des villes qui sont prescrites où on peut se reposer, lorsqu'on sent la fatigue, quelle que soit la distance qu'on aura parcourue, car on se repose. Et comme il a dit, vous avez dans notre région et sur l'ensemble de notre réseau routier, au plus à 100 km, vous trouvez un village pour garer, même s'il n'y a pas une aire aménagée pour ça. Pour dire que la fatigue, on ne la combat pas en buvant du café, en buvant de l'eau ou en se nettoyant le visage. On se repose et on récupère. Ça c'est le premier principe. C'est pourquoi il a parlé des gares, parce que quand une gare n'est pas organisée, et là je veux venir là-dessus, quand une gare n'est pas organisée, il y a tout un stress autour du chauffeur. Donc avant même de quitter le point d'embarquement, il est déjà fatigué. Et donc ça, c'est pourquoi il a dit une organisation autour des points d'embarquement. Mais l'OSER, c'est l'État, non? Oui, nous sommes tous ensemble, même vous aussi, vous êtes l'État. Donc la réflexion est commune. Alors pour continuer... Mais lui veut des terrains. Oui, mais on va lui trouver, le ministère de la Construction va lui trouver. Non, mais quand il en aura besoin. Je continue pour dire, la construction des gares routières répond à une réglementation. On a un décret. Et l'État peut construire comme des particuliers peuvent construire. C'est pourquoi j'ai dit, je suis d'accord avec lui qu'il demande d'avoir des espaces pour construire. Et il y a des normes qui sont prescrites pour une gare, pour qu'on l'appelle gare routière. C'est pourquoi souvent dans nos langages, nous préférons dire point d'embarquement. Parce que quand vous vous référez à ce texte, il n'y a pas de gare routière en tant que telle, sauf quelques grosses entreprises de transport de personnes où vous allez vous trouver un dispositif qui permet aux passagers de s'asseoir en attendant l'embarquement, aux chauffeurs de se reposer en attendant l'embarquement, et une billetterie bien organisée. C'est ça une gare routière, avec d'autres dispositifs qui se trouvent dans le contexte. Et ça fait partie des grandes réformes dont on parle, qui vont permettre que, ce qu'on oublie, c'est que le point de départ constitue le point de base de la sécurité routière. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc voilà un peu pour ce qui concerne les gares routières, les dispositions qui existent, pour que les gens intègrent que le point d'embarquement est très important pour la suite du parcours. Et nous sommes allés avant-hier au Haut Conseil pour échanger avec eux sur la façon dont, à partir déjà des points d'embarquement, on puisse sensibiliser les conducteurs pour que ceux qui sortent pour être sur la voie publique soient des véhicules en bon état, des conducteurs en bon état, qui n'ont pas consommé d'alcool, qui ne sont pas fatigués et qui peuvent conduire sur la distance qui leur est imposée. Mais beaucoup de camions sont en mauvais état ici. Hein. Vous savez ça au moins, non? On le constate. Et nous le dénonçons parce que nous disons que c'est l'une des causes des accidents de la circulation. Les mauvais états, par exemple, de pneumatiques, qui sont à la base des crevaisons. Et quand vous êtes à vive allure qu'une pneu est crevée, la conséquence est irréparable, c'est un drame. Donc nous savons... On est en train d'égrener donc toutes les causes des accidents. Il y a aussi des personnes qui Alors, parfois... vous avez parlé de ceux qui n'ont pas le permis de conduire. J'ai dit que c'est une infraction. Et personne qui n'a... Personne ne dit... On a eu un cas récemment avec l'influenceuse Mabio. Je suis en train de vous dire que la loi, c'est un délit. D'être sur la voie publique sans permis de conduire, c'est la prison. Et donc, il faut faire attention, ça va de 1 mois à 12 mois de prison. Elle, peut-être, c'est son nom qui est gâté, comme on dit dans notre français facile. Oui, mais elle a permis qu'on mette le doigt là-dessus, oui, parce qu'il y a quelque chose... Il faut saluer ça. Voilà, non, mais parce que beaucoup... on ne salue pas ce qu'elle a fait comme acte. Non. Je veux dire que le fait qu'elle se remette en cause, qu'elle dise aux gens aujourd'hui de passer leur permis, j'ai dit que c'est son cas que nous connaissons. Mais nombreux sont ces personnes-là qui s'adonnent à ce genre d'exercice. C'est-à-dire qu'ils ne jamais chercher le permis à conduire et conduire. Ils sont nombreux, ce n'est pas que Mabio seulement. Voilà. Donc faites comme elle, remettez-vous en cause et reprenez le chemin des différentes auto-écoles. Et vous qui avez les gros camions là, ne luttez pas contre le sommeil. Le seul médicament là, contre le sommeil là, c'est le repos. C'est pas vous allez boire 150 tasses de café. Non. À un moment donné même, vous êtes complètement perdu et vous mettez la vie des gens en danger. Et les gros camions sont la base des nombreux accidents dans ce pays. Et le dénoncer là, je veux dire que ce n'est pas régler un compte à quelqu'un de façon personnelle.
je veux dire qu'il faut le dire pour que des dispositions soient prises. Mais comme le DG a parlé de l'espace qu'il souhaitait, et vous lui avez fait la promesse que des terrains institutionnels seront donnés, DG, c'est devant vous qu'il a dit. Hein. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on peut faire une sorte de rétro-planning? Non, je vais plutôt répondre à une question qui peut-être intéresse beaucoup les... Ça intéresse, hein, parce que oui, si moralement... Parce que vous l'avez posé, je n'ai pas répondu. Quelle est la catégorie pour conduire les camions? Okay, voilà. C'est la catégorie C. Je sais que vous avez le permis de conduire. Vous avez le permis de conduire, c'est la catégorie C. Oui, Bon, peut-être que vous avez la catégorie B. Oui, donc c'est la catégorie C. Et je vais vous dire, jusqu'à la dernière réforme que nous connaissons depuis 2018-2019, on pouvait passer la catégorie C à 18 ans. C'est très jeune. Hein? On peut être responsable, mais c'est très jeune. Donc, le ministre a proposé que ce soit revu pour que ceux qui conduisent ces camions aient un certain âge de majorité. Donc, ça a été porté à 21 ans. Désormais, pour faire la catégorie C, il faut avoir au moins 21 ans. Mais les dispositions réglementaires que nous avons aujourd'hui, et j'ai dit que c'est une forme progressive de renforcer notre dispositif qui existe. C'est que pour accéder à ces catégories que nous appelons catégories professionnelles, conduite des camions, de transport de marchandises de plus de 3500, ce qu'on appelle les poids lourds, conduite des véhicules de transport de personnes, transport public des personnes, il faut d'abord obtenir le permis de catégorie B. Ça se trouve dans nos textes et ça devient une condition basique pour accéder aux catégories professionnelles. Et ça va permettre pour quelqu'un qui passe à un véhicule de transport de marchandises ou à un véhicule de transport de personnes d'avoir déjà eu des bonnes notions de conduite automobile. Et vous allez voir que de façon progressive, en plus des dispositions de tolérance zéro qui sont déjà mises en vigueur en interne, dans le cadre de la gouvernance, tous ces aspects que je viens d'énumérer vont être progressivement mis en marche pour que, à l'horizon 2030, fin 2030, nous puissions atteindre l'objectif de réduire de 50% le taux de tués qui était en 2021 de 1614. Ça veut dire que l'objectif qu'on poursuit, c'est qu'en 2030, nous soyons en dessous de 800 tués. Pour atteindre donc ces objectifs, le ministère du Transport, depuis un moment, a entamé beaucoup d'actions. On n'est plus à l'étape de la sensibilisation. Nous sommes arrivés malheureusement à l'étape de la répression. Alors, je vais dire que comment ça se passe sur le terrain? Alors, je vais préciser que cette répression n'exclut pas la sensibilisation. Parce que dans les mesures arrêtées, vous avez aussi la sensibilisation. Mais on fait sensibilisation, on fait répression. Et tout à l'heure, j'ai dit, en ce qui concerne les transporteurs, nous avons opté pour une sensibilisation dès les points d'embarquement. Parce qu'une fois que vous êtes sur la voie publique, il n'y a plus de sensibilisation. Vous êtes soumis à la réglementation là. Et là, c'est tolérance zéro. Donc nous, pour que les conducteurs qui sortent soient protégés de cette tolérance zéro, pas parce qu'on veut les cacher, mais parce qu'ils seront en règle, on fait un autocontrôle au point d'embarquement. C'est ça la sensibilisation que nous faisons dans les points d'embarquement. Et nous le disons pour tous les propriétaires des véhicules, puisqu'on ne peut pas aller dans le domicile de chacun pour faire cet autocontrôle. Que chacun prenne le soin de faire cet autocontrôle chez lui d'abord. Vérifiez si vous avez la visite technique, si ce n'est pas périmé, parce que quelquefois ça arrive, on ne se rend pas compte que l'assurance est toujours en cours de validité. Hein? Que le permis, il n'est pas périmé, il est toujours valide. C'est pourquoi on a dit, tous ceux qui ont le permis aujourd'hui peuvent aller sur la plateforme www.eservice.cgici pour vérifier l'état des soldes de leur permis de conduire. Sinon, comme on a dit tout à l'heure, ils seront en train de conduire avec un permis invalide. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas de permis et la sanction, on vient de le dire, c'est un délit. C'est tout le mal que je souhaite donc dans ce secteur d'activité. Il ne faut pas clore, je veux dire juste un petit mot par rapport aux deux roues. On a fini. Hein. Par rapport aux deux roues, c'est très important. Oui. Les deux roues, les motocyclistes et les tricyclistes, là, qui constituent 25% des causes d'accidents et puis 33% des tués. Donc c'est un cas très préoccupant. C'est ce que nous avons appelé les défis persistants, parce que malgré les efforts qui sont faits, ça persiste. Et ça reste aussi une de nos grandes préoccupations pour cette période qui arrive. Je vois que ça reste seulement une préoccupation. Oui, quand je dis c'est intégré dans les solutions que nous allons proposer et comment est-ce que nous allons faire en sorte. Nous sommes déjà en rapport avec les associations des livreurs pour qu'avec eux on réfléchisse et puis les déterminer. D'abord, il y a d'abord un encadrement au niveau de la loi. Le port du casque, il est obligatoire. Il faudrait qu'on le leur rappelle par la sensibilisation. J'ai toujours dit, mais il y a la répression qui va être faite,
qui continuent d'être faites. Mais je dis, ce secteur ou ce maillon d'acteurs constitue pour nous une grande préoccupation parce qu'ils sont les plus impliqués dans les causes des accidents et les plus impliqués dans le nombre de tués. Donc c'est une préoccupation que nous allons faire, nous les appelons à porter déjà le casque, à faire immatriculer leur véhicule et à chercher à obtenir le permis de conduire. Voilà les 3 éléments que nous leur conseillons dans un premier temps, en attendant que d'autres mesures viennent pour renforcer le dispositif de contrôle à leur niveau. Vous qui êtes un acteur principal donc, dans la mise en place de cette sécurité routière, quelle est, d'après vous, quelques pistes de solutions à envisager pour qu'il y ait moins d'accidents sur nos routes? Déjà, pour moi, il faudrait que tous les acteurs, ou bien toutes les personnes qui décident d'avoir un permis de conduire s'orientent vers des auto-écoles certifiées. Qu'ils voient le directeur de l'auto-école, ou bien qu'ils voient le moniteur, ou bien le gérant d'auto-école. Toute personne en dehors de ces 3 personnes citées-là qui font des permis sont des, je peux dire même des arnaqueurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, comme je le dis toujours, nous sommes le maillon faible. Mais aujourd'hui, nous voyons que parfois, M. Diaby a dit qu'eux font formation. Mais qui forme mieux que les auto-écoles en Côte d'Ivoire? Qui forme mieux que l'OSER? L'OSER nous a formés. Moi, par exemple, ça fait plus de 10 ans que je suis formateur. C'est pas nous qui formons, c'est le ministère qui forme. Voilà. Donc, du coup, la base pour moi, c'est de venir à l'auto-école, se faire former convenablement. Aussi, j'aimerais interpeller tous les acteurs, nos différents syndicats, des directeurs d'auto-école, nos différents syndicats des moniteurs, de se mettre ensemble, d'œuvrer ensemble, pour que nous aussi, on devienne forts, comme le Haut Conseil des Transports. Voilà, ceci serait mon mot de fin. Nous remercions également le ministre des Transports qui a révolutionné le transport en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Papa Amadou Kondé. Alors, Annick, Charlotte, vous venez là d'assister à des échanges. Nous n'avons pas l'ambition de dire que nous détenons la vérité absolue. Chacun de nous a donné son point de vue. Mais en fait, nous sommes tous concernés. Plus de 500 accidents depuis janvier, ce n'est pas la faute seulement des entreprises de transport en Côte d'Ivoire. Non. Toi, tu fais partie de ces responsables. Parce que quand tu prends ta voiture, que tu n'es même pas capable d'avoir le self-control et de rester concentré sur ton volant, et que pendant que tu conduis, tu te permets de décrocher ton téléphone et entamer une conversation téléphonique, que tu oublies que devant toi, le feu est rouge. Et sans te rendre compte, tu le traverses. Tu le grilles. Quand tu le grilles, tu vas te retrouver en face d'un autre camion. L'accident est vite arrivé, ta vie est en danger et tu mets la vie des autres en danger. Et c'est récurrent. Et après, on est surpris, on dit c'est l'autre. À force de dire c'est l'autre, on oublie de se remettre en cause. Mais à quel moment chacun de nous devrait assumer sa responsabilité dans ces cas récurrents d'accidents? L'État a sa part de responsabilité via le ministère des Transports. L'OSER avec qui nous avons échangé fait la promesse de répondre donc à quelques préoccupations du secteur des entreprises de transport routier. Les auto-écoles prennent l'engagement de former comme il se doit, donc tous ceux qui viennent. Personne ne peut s'octroyer un permis sans avoir la formation dans les différentes auto-écoles. Mais nous aussi, nous avons besoin de nous éduquer. Il y va de notre vie. Assez, c'est assez de laisser la route chaque fois endeuiller de nombreuses familles. Les routes ne sont pas construites pour que nous puissions faire des rodéos. Les routes, c'est pour rouler en toute tranquillité et ne pas mettre la vie d'autrui en danger. Je suis votre humble serviteur via cette émission qui tente chaque dimanche que Dieu fait de vous proposer des difficultés, les préoccupations auxquelles font face les différentes populations. Avons-nous trouvé quelques plus de solutions? Je ne saurais vous le dire. Le débat continue. Bonsoir.